Racine. La tragédie de Racine peut être considérée comme la rencontre d'un genre littéraire traditionnellement nourri de sublime avec un nouvel esprit naturaliste délibérément hostile à l'idée même du sublime. Il ne s'agit pas seulement des liens particuliers de Racine avec Port-Royal, qui furent, comme on sait, très étroits au cours des 20 premières et des 20 dernières années de sa vie. Le tempérament de Racine et l'esprit général de son époque, qui déborde l'influence de Port-Royal, ont agi dans le même sens et plus efficacement sans doute. La tragédie telle qu'elle s'était reconstituée en France dans la première moitié du XVIIe siècle cherchait avant tout à produire dans le public l'élan de l'admiration morale. Les habitudes, les conventions même du genre, tout était orienté vers le grand. La tragédie était encore telle au temps de Racine. Même la mode de la tendresse n'en avait pas altéré profondément le caractère héroïque. Le public était accoutumé à admirer au théâtre les grandes actions, les pensées rares, les délicatesses du cœur. C'est ce qu'il attendait de ces héros, travestis ou non à l'antique, de ces grands hommes et de ces grands rois et princes que la loi du genre imposait aux auteurs comme les seuls personnages dignes de la tragédie. À leur gloire était liée celle du poète, d'autant plus admirable que dans son domaine qu'il l'était davantage dans le leur. Ainsi s'explique que la tentation de la tragédie héroïque ait été si forte et si persistante chez Racine lui-même, en dépit de son penchant naturel et de son système. Ce serait une erreur de croire que Racine ait introduit du premier coup la nature dans la tragédie, ni peut-être qu'il ait clairement conçu le bouleversement qu'il imposait au genre. L'homme naturel se glissa dans le théâtre tragique, sans en violer le cadre ni les apparences, et sans que l'ambition du sublime ait jamais cessé tout à fait de s'attacher aux créations du poète. Tout le théâtre de Racine est fait d'oscillations entre le sublime traditionnel et une psychologie qui le contredit, d'aménagements et de gradations nuancées, souvent indécises, au milieu desquelles les éléments les plus nouveaux n'ont pas toujours à première vue leur premier relief. Racine a commencé par des tragédies conformes au goût du temps, et on aurait peine à différencier nettement la Thébaïde et l'Alexandre des tragédies de Corneille et de ses successeurs. La Thébaïde ressemble à Rodogune par la mégalomanie meurtrière des personnages principaux, par l'obsession royale qui les hante, par le pathétique barbare et entortillé de certaines scènes. La situation des deux frères ennemis qui se disputent un trône auquel chacun d'eux peut également prétendre donne lieu à une longue suite de discussions et de sentences glorieuses sur la valeur et le sens véritable de la dignité royale. Un scélérat, Créon, oncle des deux frères, obsédé lui aussi par l'ambition du trône, criminel emphatique dans la nuance cornélienne, s'écrie après la mort de ses deux fils. Le nom de père, Attal, est un titre vulgaire, c'est un don que le ciel ne nous refuse guère. Un bonheur si commun n'a pour moi rien de doux, ce n'est pas un bonheur s'il me fait des jaloux. Mais le trône est un bien dont le ciel est avare, du reste des mortels ce haut rang nous sépare. La Thébaïde. Jocaste, mère d'Éthéocle et de Polynice, se voyant sans recours contre leur barbare ambition, veut mourir, et le dit avec cette amertume violente et compliquée des héroïnes cornéliennes de Sabine ou de Rodelinde. Je n'ai plus pour bon sang ni pitié ni tendresse, votre exemple m'apprend à ne le plus chérir, et moi je vais cruel vous apprendre à mourir. Pour que rien ne manque à la pièce, un couple d'amants, élégiaque et précieux, Aimon et Antigone, viennent en agrémenter l'action, semblable au Thésée et à la Dircée qui agrémente chez Corneille le sujet tout aussi atroce d'Oedipe. Même conformité au goût régnant dans Alexandre, moins sanglante d'inspiration, cette tragédie rend à peu près le son d'un épisode du Cyrus. La fierté glorieuse s'y trouve étroitement mêlée à l'amour dans le couple du roi Porus et de la reine Axiane, ennemie d'Alexandre et décidée à défendre contre lui leur indépendance. Le personnage de Porus comble les vœux de cette reine qui exige de ses amants assez de courage pour servir avec succès son illustre colère. Il va presque au-delà des exigences de sa dame. Un moment inquiète des dangers qu'il court. Mais comment lui conseillerait-elle de se soumettre? Non, non, je n'en crois rien. Je connais mieux, madame, le beau feu que la gloire allume dans votre âme, Alexandre. Car la gloire, dans cette pièce célèbre par sa tendresse, ne tient pas la place la moins importante. L'intraitable Axiane et Cléophile, princesse aimée d'Alexandre et conseillère de soumission, s'affrontent, se persiflient
se persifle avec toute la hauteur glorieuse des femmes de Corneille. Axiane, en face d'Alexandre victorieux, parle comme l'Émilie de Cinna ou la Cornélie de Pompée. Le grand Alexandre tient à sa Cléophile les mêmes propos que le César de Corneille à Cléopâtre. Devant sa dame, il n'est plus vainqueur, mais vaincu. Il oublie toute sa gloire pour elle, etc. Et quand il a pardonné à ses ennemis, ce parfait chevalier sait se faire un mérite de sa générosité aux yeux de Cléophile. Souffrez que jusqu'au bout, achevant ma carrière, j'apporte à vos beaux yeux ma vertu tout entière. Rien n'apparaît donc, dans les premiers essais de Racine au théâtre, de cette psychologie nouvelle de l'instinct qui devait être plus tard son originalité principale. Les passions vont ici de l'héroïque au tendre, suivant la gamme habituelle, car il ne faudrait pas exagérer l'opposition dans la littérature de ce temps-là de l'héroïsme et de la tendresse. Il est vrai qu'à partir de 1650, on a tendance à substituer à la religion les grands intérêts et à l'héroïsme la religion de l'amour, à remplacer les généreux par les mourants. Les noms de Quinault, de Thomas Corneille sont restés liés à cette transformation dont on peut se demander pourtant si elle a eu tout le sens et toute la portée qu'on lui attribue d'ordinaire. Ce qu'on appelait tendresse à l'époque était une forme renouvelée de la vieille religion courtoise et de ses thèmes traditionnels, dévouement absolu à l'objet aimé et idéalisation de l'amour. On a vu que le conflit était très amorti entre la tendresse ainsi conçue et les plus grandes vertus. Il faudrait pour qu'il éclatât que la tendresse se mit en révolte ouverte contre les valeurs morales admises par la société. Mais tel n'est pas le cas le plus fréquent, surtout dans la littérature du XVIIe siècle. Même dans l'Astrée, la générosité sous ses formes les plus sublimes conserve toujours ses droits. Aussi ne peut-il être question que de nuances, d'un dosage de l'héroïsme et de la tendresse. Dosage dans lequel la note dominante peut appartenir à l'héroïsme, comme chez Corneille, ou à la tendresse, comme dans les romans ou dans certaines tragédies contemporaines de celles de Racine. Les récriminations du vieux Corneille contre les auteurs tendres qui le continuent et les accusations répétées de ces tendres eux-mêmes, généralement partisans du grand Corneille, qui les accusent contre la tendresse excessive de Racine. On comprend à la rigueur qu'un Saint-Évremont reproche à Alexandre son succès de tendresse, car c'est un partisan assez conséquent du théâtre héroïque. Mais le Mercure galant et la Gazette d'ordinaire enthousiaste de Thomas Corneille et de Quinault font le même reproche à Bajazet, auquel d'autres reprochent en même temps son excès de brutalité. On finit par former un enchevêtrement confus de polémiques, d'où il ressort finalement que personne ne veut être tendre, que la religion du parfait amour avait honte d'elle-même et aussi qu'elle était généralement implantée dans les habitudes littéraires, de sorte qu'il faudrait éviter de prendre cette contradiction du goût avoué et du goût réel pour la controverse de deux écoles bien distinctes. D'une façon générale, il n'est rien de plus confus ni embrouillé que les polémiques littéraires au XVIIe siècle. Un débat sur une tragédie aboutit inévitablement à un fatras de chicanes et d'arguties de détails relatifs à la décence, ou à la vraisemblance, ou à la vérité historique, ou à la correction grammaticale de tel ou tel passage. Et il est extrêmement difficile en général de discerner un fil conducteur dans la discussion, d'en dégager une vue d'ensemble. En fait, on a mis au théâtre, bien avant la vieillesse de Corneille, des épisodes de l'Astrée, et l'on trouverait sans peine dans le théâtre cornélien plus d'un mourant dans le genre d'Alexandre, non pas seulement, comme le dit d'habitude, dans les dernières tragédies, mais dans celle de la Belle Époque. C'est en 1641 que César soupire aux pieds de Cléopâtre, et Rodogune, où l'on voit deux princes disposés à renoncer au trône pour épouser une princesse qu'il aime, et de 1644. Il est aussi rare de trouver une tragédie purement tendre qu'une tragédie purement héroïque. Nous avons vu que l'Alexandre fait une large part à l'héroïsme et à la gloire. Cette interprétation du sublime et de la tendresse se comprend si l'on se souvient de leurs sources communes. Ce sont les deux créations principales de l'idéalisme aristocratique. L'héroïsme et la tendresse sont liés tous deux à une certaine qualité d'âme, hors de laquelle n'est concevable ni un héros véritable, ni un véritable amant. Mais comme cette qualité d'âme implique en même temps la lucidité de l'esprit, le brillant des pensées, héros sans pareil et parfait amant sont volontiers raisonneurs, au plus haut de l'héroïsme comme au plus vif de la tendresse. Et cette habitude aisément visible peut leur servir, si l'on veut, de marque particulière. De la même façon, l'absence de ce trait distinctif chez les héros véritablement raciniens traduit un bouleversement profond, celui-là de la psychologie tragique. Peu importe que le sublime ait tendance à s'attendrir en passant de Corneille à ses cadets,
il n'y aurait de vraie révolution que dans le rejet simultané de l'héroïsme et de la tendresse au nom de la nature. C'est ce que tentera Racine, et c'est en cela qu'il sera original. Andromaque a inauguré non sans une certaine soudaineté cette tentative. Ce n'est pas que les éléments habituels du théâtre tragique ne puissent s'y retrouver. Un débat entre la Grèce victorieuse et ce qui reste de Troie sert de cadre à l'intrigue, d'où les intérêts d'État et les devoirs de famille ne sont pas absents. La rivalité de la veuve d'un héros avec une jeune princesse orgueilleuse, l'opposition d'un roi fier et violent à un parfait amant longtemps éconduit, c'est là, vu du dehors, toute la matière d'une tragédie conforme aux habitudes reçues. Corneille avait usé de matériaux à peu près identiques dans son Pertarite, sans cesser d'être fidèle à ses conceptions et à son génie. Et chez Racine même, la grandeur des intérêts en présence, l'orgueil d'Hermione, le dévouement d'Oreste, sont plus qu'une façade conventionnelle recouvrant un drame brutal de l'instinct. Ce sont des ressorts d'émotions tragiques qui attestent chez Racine lui-même la force de la tradition. Il n'en reste pas moins vrai qu'Andromaque est quelque chose de tout nouveau et que l'instinct y tient un langage inusité, incompatible avec les traditions de la morale héroïque. Avec Andromaque se dessine une psychologie de l'amour que Racine a reprise et approfondie ensuite, surtout dans Bajazet et dans Phèdre, et qui est dans son théâtre l'élément le plus ouvertement et le plus violemment contraire à la tradition. Autour de Racine, dans le théâtre tragique de son temps et dans les romans qui avaient la faveur du public, triomphait partout l'esprit plus ou moins modernisé de la chevalerie romanesque. On peut dire que jamais en France cet esprit n'avait été battu en brèche, ailleurs que dans la littérature satirique ou la comédie. Les grands genres restaient son domaine. Racine a rompu la tradition en introduisant dans la tragédie un amour violent et meurtrier, contraire en tout point aux habitudes courtoises. Le caractère dominant de l'amour chevaleresque réside dans la soumission ou le dévouement à la personne aimée. Il ne se permet d'aspirer à la possession que moyennant une sublimation préalable de tous ses mouvements. Racine détruit d'un trait de plume toute cette construction quand il écrit dans la préface d'Andromaque, en réponse à ceux qui trouvaient Pyrrhus trop brutal, « J'avoue qu'il n'est pas assez résigné à la volonté de sa maîtresse, et que Céladon a mieux connu que lui le parfait amour. Mais que faire? Pyrrhus n'avait pas lu nos romans. De fait, l'amour tel qu'il apparaît chez les deux personnages principaux d'Andromaque n'a plus rien de commun avec le dévouement. C'est un désir jaloux, avide, s'attachant à l'être aimé comme à une proie. Ce n'est plus un culte rendu à une personne idéale, en qui résident toutes les valeurs de la vie. Le comportement le plus habituel de cet amour, dans lequel la passion de posséder est liée à une insatisfaction profonde au point qu'on le conçoit malaisément heureux et partagé, est une agressivité violente à l'égard de l'objet aimé, sitôt qu'il fait mine de se dérober. L'équivalence de l'amour et de la haine naît sans cesse l'un de l'autre. Cet axiome, qui est la négation même du dévouement chevaleresque, est au centre de la psychologie racinienne de l'amour. Encore entrevoit-on chez Pyrrhus et chez Hermione la possibilité d'une autre attitude, si leur vœu était exaucé. On peut en dire autant de l'Athalide de Bajazet, partagée entre le désir de sauver la vie de Bajazet, qu'elle aime en renonçant à lui pour apaiser Roxane, et celui de provoquer sa mort plutôt que de le perdre, en faisant éclater leur amour. Le premier désir triomphe dans la conscience, bien que le second soit assez fort pour dicter la conduite dans un moment décisif et déchaîner la catastrophe. Et lorsque quelquefois de ma rivale heureuse, je me représentais l'image douloureuse, votre mort, pardonnée aux fureurs des amants, ne me paraissait pas le plus grand des tourments. Bajazet. Dit-elle à Bajazet au moment même où elle le supplie de feindre de l'amour pour sa rivale. Mais enfin, elle en supplie et assurée au moins qu'il aime, elle fera tout pour le sauver après l'avoir perdu. Racine est allé plus loin avec le personnage de Roxane. En elle, l'agressivité semble fondue en toute occasion à l'attitude amoureuse, et on a à peine à s'imaginer heureuse. À l'imaginer heureuse. Dès le début, la menace est dans sa bouche comme l'expression naturelle de l'amour. Bajazet touche enfin au trône des sultans. Il ne faut plus qu'un pas, mais c'est où? Je l'attends. Et à Bajazet lui-même, songez-vous que je tiens les portes du palais, que je puis pour vous l'ouvrir ou fermer pour jamais, que j'ai sur votre vie un empire suprême, que vous ne respirez qu'autant que je vous aime.
Avec Bajazet, Racine avait représenté dans Néron, et sous une forme plus directement érotique, l'union de l'amour et de la cruauté. Néron aime en Junie sa victime, et son amour est né du spectacle d'une détresse dont il est lui-même la cause. La rêverie amoureuse qui suit cette première impression est une rêverie de persécution. Dans un caractère comme celui-là, la vertu aperçue dans l'objet aimé peut en augmenter l'attrait, mais en irritant le désir et non en exaltant le dévouement. Et c'est cette vertu, si nouvelle à la cour, dont la persévérance irrite mon amour. Britannicus. C'est le mécanisme de l'amour courtois, mais interprété au rebours de son sens ordinaire et comme parodié. Les racines confondues de l'inimitié et de l'amour ne plongent nulle part aussi profondément que dans le cœur de Phèdre. La haine de celui qu'elle aime emprunte chez elle un surcroît de force à l'impossibilité morale où elle se trouve de s'abandonner à son désir, parce que l'amour qu'elle a pour Hippolyte la persécute. Elle le voit lui-même comme un persécuteur. Mon repos, mon bonheur semble être affermi. Athènes me montra mon superbe ennemi. Par mon époux lui-même, à Trézène amené, j'ai revu l'ennemi que j'avais éloigné. Phèdre. Cet état de torture passive n'attend qu'une occasion pour se changer en agression. La découverte des amours d'Hippolyte et d'Aricie libère la haine latente de Phèdre. Elle dénonce à Thésée son innocent persécuteur en lui imputant son propre crime. De sorte que Phèdre nous représente un véritable délire de persécution, issu d'un amour coupable et aboutissant à un attentat. Il faut ajouter que l'instinct de destruction qui accompagne l'amour chez les personnages de Racine ne les épargne presque jamais eux-mêmes, et que son aboutissement chez Hermione, chez Athalide, chez Phèdre est le suicide. Dans cette même tragédie de Phèdre, il y a un autre personnage pour qui l'amour est aussi un sujet d'anxiété, qui ne se livre qu'avec remords, et c'est Hippolyte lui-même, en qui une sorte de misogynie juvénile joue plus faiblement le rôle de censure qui tient chez Phèdre la morale matrimoniale et familiale. Depuis plus de 6 mois, honteux, désespéré, portant partout le trait dont je suis déchiré, etc. C'est comme un double affaibli de Phèdre qui ne contribue pas peu à créer cette atmosphère de remords, de désaveu de soi, qui est celle de toute la pièce. La passion brutale et possessive que Racine a substituée à l'amour idéal de la chevalerie, en même temps qu'elle se meut dans les limites de la nature, est impuissante à y trouver son aliment et son équilibre. C'est par là surtout que la psychologie de Racine se rattache aux vues inhumaines de Port-Royal. Il est faux de caractériser, comme on le fait d'ordinaire, la psychologie de Racine uniquement par le fait que l'amour y domine tous les autres mouvements. C'est dans les œuvres d'inspiration courtoise, dans les romans, que l'amour règne vraiment. C'est là donc où, tel parfaitement cornélien, incarne bien le triomphe de l'amour. Ce qui distingue le personnage de Racine n'est pas la puissance de l'amour, mais la forme de cet amour, à la fois égoïste, en ce qu'il vise à la possession de l'objet à n'importe quel prix, et ennemi de lui-même, tout entier tourné vers le désastre. La nouveauté de Racine ne réside pas dans la primauté donnée à l'amour parmi les autres instincts, mais dans la façon de concevoir l'instinct en général, étranger à toute valeur, et tragique en un mot naturel au sens janséniste de ce mot. Le théâtre de Corneille n'est pas exempt de violence ou d'horreur, et pourtant il reste au-dessus de la nature, mais en cela, c'est que la jalousie, le crime et la vengeance s'y accompagnent d'une affirmation consciente de l'individu. Le passage de l'amour à la haine, de la prière au défi, s'y fait dans la clarté et avec éclat. Chez Racine, au contraire, les volte-face de l'instinct mènent et ballottent le moi au lieu de l'exalter. Le propre de la passion, tel que la conçoit Racine, est qu'elle tente à posséder d'abord celui qui l'éprouve. Elle est la négation de la liberté, la réfutation vivante de l'orgueil. Ceux qui décrivent la passion sous sa forme égoïste sont d'ordinaire les mêmes qui la jugent fatale dans sa puissance et dans ses mouvements. La Rochefoucauld et Racine se rejoignent ici dans l'intention de rabaisser l'homme au niveau de la nature. La Rochefoucauld, si l'on juge de l'amour par la plupart de ses effets, il ressemble plus à la haine qu'à l'amitié. Maxime 72. Il n'y a point de passion où l'amour de soi-même règne si puissamment que dans l'amour. Maxime 272. Et d'autre part, la plus juste comparaison qu'on puisse faire de l'amour, c'est celle de la fièvre. Nous n'avons non plus de pouvoir que l'un sur l'autre, soit pour la violence ou pour sa durée. Maxime 638.
Et pour que la servitude de l'homme soit complète, Racine, comme la Rochefoucauld ou Pascal, submerge sa raison et sa conscience en même temps que sa volonté, et veut qu'il se fasse illusion sur ce qui le conduit. C'est là qu'on aperçoit peut-être le plus nettement le chemin parcouru de Corneille à Racine, et de l'Alexandre ou de la Thébaïde à Andromaque. Le langage d'Hermione n'est pas comme celui de Chimène ou d'Émilie, à l'image de ses actes et de leur mobile vrai. Il ne renseigne sur l'harmonie véritable qu'à travers une déformation qu'il appartient à nous de corriger. Et si nous voulons saisir les vrais ressorts qui la font agir, et que ses propos sont destinés à dissimuler à nos yeux comme aux siens, c'est dans ce qu'on est convenu d'appeler le dépit amoureux que cette duplicité du conscient et de l'inconscient est le plus communément visible. Hermione, abandonnée de Pyrrhus, prétend ne plus l'aimer, mais veut rester auprès de lui afin, dit-elle, de le haïr davantage. Et comme Cléone veut l'éclairer sur elle-même. Pourquoi veux-tu, cruelle, irriter mes ennuis? Je crains de me connaître en l'état où je suis. Andromaque. La passion telle que la peint Racine veut l'obscurité pour agir, et quand elle prétend s'expliquer ou raisonner sa conduite, il faut chercher derrière ces fausses raisons quelque intérêt tout-puissant du cœur. Racine, fidèle ici à l'esprit du jansénisme, fait de l'exercice de l'intelligence une duperie. Les personnages raciniens ne sont jamais plus bas dans l'échelle de la grandeur humaine que par hasard ils argumentent. C'est Hermione, follement raisonnante dans le désaveu dont elle prétend accabler Oreste après le meurtre qu'elle lui a elle-même commandé, ou Athalide, interprétant de façon délirante la soumission que Bajazet a témoignée sur ses propres instances à l'amour de Roxane. Les inconséquences du dépit et de la jalousie n'étaient pas inconnues dans la littérature romanesque. Toute intrigue de l'Astrée repose sur un incident du même genre. Racine ici, comme en d'autres domaines, semble reprendre une tradition romanesque alors qu'il l'utilise à des fins toutes nouvelles. Ce faux usage de la raison que Racine attribue à ses héros fait invinciblement penser dans certains cas à une sorte de caricature de l'héroïsme, réduit à une façade verbale dont nous entrevoyons le réel et peu brillant revers. C'est ainsi qu'Hermione invoque constamment pour demeurer auprès de Pyrrhus infidèle son devoir, sa gloire et même la gloire du nom grec. Songez quelle honte pour nous, si d'une Phrygienne il devenait l'époux. Andromaque. L'inconscient se touche ici au comique par le contraste des motifs invoqués et des mobiles réels. Les fanfaronnades de Pyrrhus quand il se prétend victorieux de son amour pour Andromaque et veut aller la voir encore pour la braver. Pyrrhus, revenu à elle, le jeu continue. Elle congédie Oreste en termes cornéliens. L'amour ne règle pas le sort d'une princesse, la gloire d'obéir est tout ce qu'on nous laisse. Quand Pyrrhus l'aura de nouveau délaissé, elle invoquera pour convaincre Oreste de le tuer, sa gloire offensée et la haine des tyrans. C'est le langage de Corneille, mais à une place où l'on le dénonce comme mensonger. La tradition héroïque, fidèle à elle-même en apparence, ne se retrouve ici que pour se nier.